Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième édition du webinaire Le plasma, mieux comprendre l'importance de données. Alors, tout d'abord, je vois que les participants sont en train de rejoindre le webinaire. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, merci pour votre intérêt pour ce sujet. Donc, on va attendre 1 ou 2 minutes que les participants puissent se connecter. En attendant que tout le monde se connecte, j'en profite pour vous faire un point sur le déroulé et le fonctionnement du webinaire. Donc, on va avoir 5 intervenants qui vont réaliser une présentation. Vous aurez la possibilité de leur poser des questions directement si vous le souhaitez dans le chat. Ils y répondront au mieux tout au long du webinaire. Compte tenu du nombre de participants à ce webinaire et des réglages du webinaire, il n'est pas possible pour vous de prendre la parole ni d'activer votre caméra. J'espère que le son est correct pour tout le monde. Je crois qu'on est plus de 50 personnes connectées. Donc, sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Donc, au programme aujourd'hui, nous verrons l'actualité du don de plasma, à quoi sert le don de plasma, à qui sert-il, et quelle est la problématique à laquelle se confronte aujourd'hui notre pays. Donc, ces sujets seront abordés par le directeur de l'EFS Saint-Pays de la Loire, le docteur Frédéric Biget. Nous verrons ensuite que se passerait-il si les dons diminuaient, les dons de plasma, quel serait l'impact pour les patients. Nous aurons également le témoignage d'Émilie, qui est la maman de 2 enfants qui sont atteints d'un déficit immunitaire. Ils nous raconteront leur histoire et les traitements qu'ils reçoivent. Nous verrons ensuite ce qu'on peut faire à notre niveau, en fait, pour contribuer à leur traitement. Et nous verrons également comment se passe un don de plasma. Donc, qu'est-ce que le plasma? À quoi sert-il? À qui sert-il? Quelle est la problématique à laquelle se confronte notre pays? Je vous passe la parole, Monsieur Viget. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous allons commencer par quelques rappels. Donc, le plasma, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la partie liquide du sang. Alors, dans laquelle dans cette partie liquide, donc, baignent les cellules sanguines, c'est-à-dire les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Et ce plasma est utilisé en grande majorité pour la fabrication de médicaments. Alors là, on voit une poche de sang prélevée qui a été centrifugée. Et cette centrifugation nous permet d'obtenir au fond de la poche les éléments les plus lourds, qui sont les globules rouges, représentant environ 44% de la totalité du sang. Au-dessus, nous avons la plus grande partie, donc 50%, de liquide qui est ce plasma, ce liquide un peu jaunâtre et qui renferme donc les substances qui nous intéressent aujourd'hui. Et puis, on a une petite partie un petit peu blanchâtre au milieu qui regroupe les globules blancs et les plaquettes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux plasma? Eh bien, il y a bien sûr des sels minéraux, des acides gras, un certain nombre de substances, mais surtout des protéines qui représentent un grand intérêt en médecine parce qu'on ne peut pas les produire. On ne peut que les obtenir à partir du plasma. Ce sont les immunoglobulines, ce sont en fait des anticorps qui ont un rôle important dans la défense de l'organisme contre les infections. De l'albumine, c'est une molécule qui permet de retenir l'eau dans les vaisseaux, hein, qui participe à la pression sanguine et qui permet aussi de transporter un certain nombre de médicaments dans le sang vers les organes cibles. Et puis, il y a également les facteurs de coagulation, facteurs anti-hémophiliques, par exemple, qui permettent d'arrêter les saignements. Alors, ce plasma, comment est-ce qu'il est obtenu? Eh bien, il peut être prélevé grâce d'abord au don de sang classique, hein, celui qu'on connaît le mieux. À partir de ce don de sang, comme on l'a vu tout à l'heure, on réalise une centrifugation qui nous permet d'obtenir des concentrés de globules rouges pour transfuser les patients qui ont des saignements importants et des anémies chroniques importantes, des concentrés plaquettaires et puis une poche de plasma. Et donc, cette séparation se fait le lendemain du don dans nos laboratoires pour obtenir ces 3 produits différents. Et nous obtenons, à partir d'un don de sang total, environ 250 millilitres de plasma. Ce don de sang total permet aujourd'hui de fournir à peu près les 2 tiers du plasma qui est collecté. À côté de cela, il y a une technique que l'on appelle l'aphérèse. C'est un prélèvement automatisé qui se fait sur une machine avec un dispositif stérile et à usage unique qui permet de prélever plus de plasma en un seul don. Parce que l'on ne prend que cette partie liquide et on restitue au donneur ces cellules, en particulier ces globules rouges. Ce qui fait qu'on ne fait pas
courir de risque d'anémie, hein, de carence en fer, et tout en pouvant récolter, recueillir davantage de plasma, c'est-à-dire à peu près 3 fois plus de plasma qu'à partir d'un don de sang total. Et donc, cette partie représente un peu plus d'un tiers du plasma collecté. Alors, ce plasma, eh bien, il va être utilisé de deux manières. Soit il va être transfusé sous forme liquide directement. Ça représente à peu près 10% de l'utilisation des volumes sanguins. C'est une forme d'utilisation qui va être le cas dans des situations de chirurgie, en réanimation, par exemple, et ou d'échanges plasmatiques également, hein. Et puis 90% de l'utilisation du plasma, eh bien, c'est la fabrication de médicaments avec les trois produits que j'ai cités à l'instant. Donc, c'est ce qu'on appelle des médicaments dérivés du sang, et ils sont obtenus par une technique dite de fractionnement, c'est-à-dire qu'on recueille couche après couche les différentes fractions, les différentes protéines, albumine, immunoglobuline et facteurs de coagulation, pour en faire ensuite des médicaments sous forme injectable. On voit ici à droite le témoignage d'une personne atteinte d'un déficit immunitaire et qui ne doit sa survie qu'à des transfusions, des perfusions. On n'appelle pas ça des transfusions à ce moment-là, puisque ce sont des médicaments, ce sont des perfusions dont elle bénéficiait pendant toute son existence et régulièrement pour pouvoir se protéger des maladies infectieuses. Alors ici, on a toute une gamme de pathologies qui nécessitent des traitements par des immunoglobulines, puisque c'est bien les immunoglobulines, le produit qui aujourd'hui est en demande de plus en plus importante à travers le monde, et la France ne fait pas exception. Donc on voit plusieurs types de pathologies infectieuses, le tétanos, les hépatites, la varicelle, la rougeole. Alors la varicelle en tant que telle n'est pas forcément grave, mais enfin il y a des circonstances où elle peut l'être. Et puis, nous avons également des déficits immunitaires de différentes catégories, les brûlures extensives, l'hémophilie, bien sûr, avec les facteurs de coagulation. Donc, il y a plus de 80 maladies qui sont soignées grâce au plasma et plus de 20 médicaments différents qui ne sont absolument pas disponibles autrement qu'à partir du plasma humain. Alors, des exemples ici de patients qui sont soignés à partir des dons. Donc, Christine et Jean-Luc, par exemple, ont une pathologie, une neuropathie périphérique démyélinisante. Donc, c'est une pathologie auto-immune qui, avec des auto-anticorps qui s'attaquent aux gaines de myéline, qui permettent la transmission des influx nerveux entre le cerveau et les nerfs périphériques. Et donc, ce sont des personnes qui, petit à petit, ne peuvent plus marcher, ne peuvent plus mener une existence normale et qui doivent finalement leur existence à des injections régulières d'immunoglobulines. Et cela correspond en moyenne à environ 500 dons par an pour eux, pour pouvoir vivre. Et puis, vous reconnaissez cette personne à droite, là, qui s'appelle Céline et qui ne cache pas être atteinte d'une pathologie qui est le syndrome de la personne raide, qui entraîne des spasmes musculaires très importants et qui, là aussi, ne peut être traité que grâce à des injections d'immunoglobulines. Et c'est grâce à cela que certains chanceux auront l'occasion de l'avoir en concert prochainement. Et donc, encore une fois, seul le don de plasma peut permettre de porter secours à ces personnes. Alors, pourquoi la demande en plasma est en augmentation? Eh bien, comme je l'évoquais à l'instant, c'est parce que la demande en immunoglobulines est en forte augmentation, d'environ 8% en plus tous les ans. Et pourquoi cette augmentation? Eh bien, il y a effectivement le vieillissement de la population qui fait qu'un certain nombre de ces pathologies augmentent en fréquence. Et puis, on a de plus en plus effectivement de maladies chroniques de différentes sortes qui trouvent ici, pour certaines d'entre elles, eh bien, des traitements salvateurs. Donc, les indications des traitements par les immunoglobulines sont en augmentation. Et cela partout dans le monde.
Alors, la situation en France, elle est tendue. Elle est tendue, pourquoi? Parce que, eh bien, régulièrement, nous avons des situations de pénurie d'immunoglobulines. Donc, les immunoglobulines qui sont parmi le top 3 des médicaments où on rencontre actuellement des situations de pénurie en France, parce que la demande augmente, parce que la fourniture est insuffisante. Et aujourd'hui, en France, nous devons recourir pour les 2 tiers à du plasma en provenance des États-Unis. Euh, Chacun peut comprendre que ce n'est pas une situation satisfaisante. Déjà parce que le plasma obtenu aux États-Unis l'est en prélevant des personnes qui le vendent, le plasma, donc c'est une forme d'exploitation de la misère humaine, hein, puisque les prélèvements se font chez des personnes qui souvent sont en situation de grande précarité, avec des fréquences qui ne sont pas acceptables. En tout cas, c'est absolument à l'opposé de l'éthique du don et du respect de la personne humaine que nous avons en France et en Europe de manière générale. Et puis, ça nous met dans une situation de dépendance dont on comprend bien que dans la circonstance géopolitique actuelle, c'est quelque chose qui est dangereux pour, la situation sanitaire du pays et des patients qui ont besoin de ces produits. Donc aujourd'hui, seuls 35% des besoins en plasma euh, pour les patients français sont assurés par des prélèvements réalisés en France. Donc il faut absolument inverser cette tendance. Et donc, effectivement, le risque, c'est que les patients ne disposent plus de ces traitements si nous ne réagissons pas de façon très, très significative en augmentant drastiquement nos prélèvements de plasma. Alors, Frédéric va nous parler maintenant des mesures nécessaires pour réduire cette situation de dépendance vis-à-vis des États-Unis. Merci beaucoup, Monsieur Vigier, pour votre intervention qui nous permet de mieux comprendre ce qu'est le plasma, à quoi il sert, mais aussi l'importance de l'indépendance du pays pour répondre aux besoins des patients. Donc effectivement, comme on l'a vu, le chemin vers la souveraineté nationale et européenne est engagé. Donc effectivement, pour réduire cette dépendance au plasma américain, il y a plusieurs leviers. Et donc c'est Frédéric Cabaret qui va nous répondre sur ce sujet, qui va nous les présenter. Frédéric, je te laisse la parole. Merci Chanel. Alors oui, réduire cette dépendance, on pourrait aussi l'appeler, on la formule autrement aussi, c'est améliorer notre souveraineté sanitaire. Cette amélioration, eh bien, trouve sa définition dans un projet national qui s'appelle l'Ambition Plasma. Alors l'Ambition Plasma, elle a été construite nationalement autour de quatre grands axes. Le premier axe, eh bien, c'est élargir notre offre de collecte. Ce qu'on intitule l'offre de collecte, c'est les rendez-vous qu'on va proposer aux donneurs pour venir donner leur plasma. Cette offre de collecte va se décomposer en deux gros sous-chantiers. Le premier, eh bien, ce sera de proposer plus de journées d'ouverture, plus d'horaires d'ouverture de nos maisons du don pour accueillir nos donneurs de plasma et surtout nous adapter aux contraintes de nos donneurs, aux disponibilités de nos donneurs pour ouvrir les créneaux finalement les plus attractifs et où là les donneurs sont le plus disponibles. À titre d'exemple, on a augmenté, on est pour un objectif que je vous communiquerai tout à l'heure, on est environ à 80 000 rendez-vous de plasma offerts rien que pour l'année 2026 et ce nombre de rendez-vous va aller en croissance exponentielle jusqu'à 2028. La deuxième sous-partie de cette offre de collecte, eh bien, ce sera de rénover et d'ouvrir des nouvelles maisons du don. Donc, beaucoup de nos donneurs connaissent déjà les existantes, mais il est important de préciser que nous aurons en 2027 une nouvelle maison du don à Nantes. Une va ouvrir à Cholet dès le 1er juin. On a d'ailleurs déjà des rendez-vous pris de 6 semaines avant l'ouverture de cette maison du don. Nous allons rénover la maison du don d'Angers, mais également procéder à des déménagements de maisons du don pour pouvoir accueillir plus de donneurs et plus d'équipements pour prélever le plasma. Et c'est l'axe suivant que je vais vous décrire. Donc ces maisons du don qui seront amenées à être déménagées sont les maisons du don de Laval et d'Orléans. Alors, acquérir de nouveaux équipements, pourquoi ?
parce que le prélèvement de plasma se fait, comme l'a précisé le docteur Biget, eh bien, en grande partie sur des automates d'aphérèse qu'on va appeler des séparateurs d'aphérèse. À terme, nous devrons disposer de 100 à 120 100 à 120 machines, 100 à 120 séparateurs d'aphérèse pour obtenir les volumes de plasma, le nombre de plasma qui nous seront nécessaires pour répondre aux besoins de nos patients. Il est évident que pour pouvoir offrir une offre de collecte aussi large, eh bien, nous allons devoir recruter de très nombreux personnels au sein de nos équipes. Alors, on a déjà recruté 20 personnes en 2026, c'est entre 40 et 60 personnes qui sont attendues dans nos effectifs entre 2026 et 2028, en grande partie des infirmiers. Donc n'hésitez pas, faites courir le bruit que l'EFS va recruter du personnel. Nous vous invitons à le faire. Mais une offre de collecte, des séparateurs d'aphérèse et des personnels, eh bien, tout ça, pour se mettre en mouvement, nous avons besoin de nouveaux donneurs, de beaucoup de nouveaux donneurs. Et tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît, Chanel. Et donc, dans la région, pour l'année, rien que pour l'année 2026, c'est 9000 nouveaux donneurs de plasma qui seront nécessaires pour pouvoir amorcer cette ambition plasma et tenir ce premier jalon de croissance avant d'aller vers nos cibles 2028 que je vais vous présenter un peu plus de manière chiffrée. Mais recruter, trouver des nouveaux donneurs, c'est une chose. Mais il faut également leur donner envie de revenir, donner régulièrement. Et notre ambition plasma ne sera tenue que si nos donneurs, si nous réussissons finalement à faire venir nos donneurs au moins 3 fois chaque année pour venir donner son plasma. Et là, vous avez le premier chiffre qui s'est affiché, qui est le jalon 2026 de l'ambition plasma. Dans notre région, 58 500 plasmas à prélever en 2026. C'est une croissance de plus de 40% cette année. Et elle est bien engagée grâce à la mobilisation des donneurs, grâce à votre mobilisation. Nous sommes déjà à 35% de croissance cette année, mais on n'y est pas encore. Nous avons encore beaucoup de nouveaux donneurs à motiver pour pouvoir venir donner leur plasma afin d'atteindre cet objectif très ambitieux fin 2026. Mais ce 58 500, et Chanel, tu peux présenter la diapo suivante, je dois vous présenter un petit peu eh bien, ce qui nous attend pour 2027 et 2028 pour répondre aux besoins des patients qui ont été décrits par le docteur Biget. C'est 85 000 placements en 2027 et 125 000 en 2028. Donc nous sommes au début de cette ambition plasma. On doit se réjouir de la croissance et de ce 35% d'augmentation du plasma, mais aujourd'hui, ce n'est que une grosse pierre à l'édifice, mais nous en avons encore d'autres à poser. Mais on peut aussi se nourrir de la réussite, puisque si vous voyez à l'écran la trajectoire plasma de 2019 à 2023, elle est quand même restée particulièrement stable. On a amorcé une petite augmentation en 2024, mais l'ambition plasma a réellement commencé en 2025, où on a vu un premier jalon de croissance qui était déjà important, qui montrait que notre population française commençait à répondre à nos appels. Le 2026, on est capable de le tenir et on voit bien que, je vous parlais d'une croissance de plus de 40%, on voit bien la première marche à franchir. Moi, personnellement, je suis très confiant sur notre capacité à le faire, mais il est incontournable que le plasma, l'information que le besoin de plasma est présent et primordial pour répondre aux besoins des patients doit diffuser dans la population et pour qu'on puisse mobiliser les nombreux donneurs qui nous seront nécessaires. Merci Frédéric pour ta présentation très claire. On a vu comment l'EFS s'organise pour
assurer la montée en compétence des dons de plasma en France. Maintenant, on va accueillir le professeur Isabelle Pellier qui va nous expliquer en quoi les dons de plasma impactent directement la disponibilité des traitements pour les patients qu'elle soigne au CHU d'Angers. Professeur, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup de ce webinaire. Je trouve très intéressant de pouvoir communiquer aussi ce que nous, on propose aux patients, en tout cas, et pourquoi c'est important. Donc, je vous remercie beaucoup de ce webinaire et de donner le point de vue, en tout cas, du praticien. Donc, moi, je suis pédiatre à l'hôpital et donc, je m'occupe plus spécialement, en fait, des enfants avec déficit immunitaire. Si on peut passer la diapo d'après, parce que je ne peux pas les passer. C'est moi qui les J'ai- passe? Oui, j'ai pas de diapo, moi. Ah, d'accord, je vous les avais envoyés, mais je vais mettre mon écran. Pas de souci. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Oui. Oui. Voilà, très bien. Donc moi, je vais plutôt vous parler effectivement de plasma et déficit immunitaire, puisque c'est mon travail. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un déficit immunitaire qu'on appelle héréditaire? C'est-à-dire que la très grande majorité vont être ce qu'on appelle génétiques, c'est-à-dire qu'ils existent souvent dès la naissance, ils vont parfois se manifester plus tard, mais en tout cas, on peut retrouver dans nos cellules, dans les gènes, en tout cas ce déficit immunitaire avec un défaut justement de fabrication de nos cellules de l'immunité. Alors, quand on parle de déficit immunitaire héréditaire, c'est un peu dans notre organisme, on doit avoir un taux régulé, en tout cas, d'anticorps que l'on fabrique par exemple quand on a une infection, quand on a un vaccin. Et du coup, tout ça nous protège des infections. Mais parfois, la balance, elle est plutôt en défaveur où on fabrique en tout cas des anticorps qui peuvent être anormaux. Et du coup, on peut avoir presque de l'auto-immunité, de l'allergie, c'est-à-dire là, c'est un peu trop. Et en tout cas, ça peut effectivement donner ça. Et puis parfois, on a toute l'immunité aussi, elle régule, on va dire, c'est une veille contre nos cellules anormales qu'on peut fabriquer, en particulier les cellules cancéreuses. Et donc, effectivement, un déficit immunitaire héréditaire peut en tout cas entraîner ou des infections dans la majorité des cas, mais aussi d'autres pathologies. Il y a à peu près 8000 malades aujourd'hui qui sont enregistrés, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a probablement plus. Et on a à peu près, vous voyez, 350 gènes. Donc ça veut dire qu'il y a au moins 350 maladies décrites et il y en a encore plus parce que certains, on n'a pas du tout d'origine encore génétique et on découvre à peu près 30 à 40 gènes par an aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que pourquoi il y a autant de maladies? Heureusement, notre système immunitaire est compliqué, ce qui nous permet de vivre, on va dire, plus longtemps, en tout cas, qu'une mouche, par exemple, qui n'a pas, en tout cas, le même système immunitaire aussi compliqué. Alors, je vais vous donner un exemple. Quand est-ce que on suspecte un enfant un déficit immunitaire, c'est assez simple. Si vous prenez des enfants, par exemple, dans une crèche, il y en a qui vont jamais être malades, donc qui vont faire de temps à autre des infections pulmonaires ou ARL, puis des fois ce qu'on appelle des infections très graves, des méningites ou bien des infections sévères qu'on peut appeler des sepsis, c'est-à-dire une infection importante dans le sang. Donc on voit bien en tout cas qu'on n'a pas le même système immunitaire tous. On a parfois pour les enfants ce qu'on appelle nous une immaturité, mais en tout cas on essaye de se dire quand est-ce qu'il faut penser au déficit immunitaire souvent et quand est-ce qu'effectivement les médecins généralistes, quand est-ce que les pédiatres doivent en fait faire un bilan immunitaire et y penser. Donc on a des défenses non spécifiques, hein, je vais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement il faut que la peau elle soit bien. Si on est un grand brûlé, et bien du coup on a plus de risques en tout cas de faire des infections. Donc on voit bien que tout ça est important. On a un front qu'on appelle le premier front, voilà. Et puis après on a un deuxième front, c'est on a des cellules dans le sang qui vont venir en quelques minutes arrêter, on va dire en tout cas les microbes qui peuvent nous envahir. Donc beaucoup, c'est effectivement certaines bactéries hein, qui sont très spécifiques, mais si elles ne sont pas là, eh bien du coup, on peut avoir une infection très sévère et très rapidement. Et le troisième front, c'est ça qui nous différencie de la mouche, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est cette capacité à fabriquer des anticorps et qui vont rester en mémoire. C'est le principe d'ailleurs du vaccin, mais c'est aussi le principe de la varicelle. Si vous faites une varicelle une fois, en tout cas, vous allez ne pas en refaire normalement une deuxième fois, sauf si vous avez un déficit immunitaire. En revanche, le virus, il reste tapis et puis on peut même faire des zonas. Mais on voit bien qu'on a ce troisième front qui est très important, mais qui va mettre 5 à 10 jours. Et en tout cas, les anticorps qui vont être fabriqués vont rester, vont veiller suite à l'infection ou suite à un vaccin, et en tout cas vont nous permettre de ne pas tout le temps être malade. Et on voit bien, les enfants, ils sont souvent assez malades, on va dire,
jusqu'à l'âge à peu près de 3-5 ans, parce qu'ils fabriquent leur système immunitaire avec leurs cellules qu'on appelle les lymphocytes. Et puis, cette fabrication d'anticorps, on les aide avec les vaccins, parce que ça aide beaucoup, effectivement, à diminuer le type des infections chez les enfants. Et alors, quand est-ce qu'effectivement on observe qu'il y a un déficit de la fabrication? Il faut savoir que c'est quand même 60% des déficits immunitaires comme ça héréditaires, mais en tout cas, c'est un défaut de la fabrication des anticorps. Alors, la clinique, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'on a les premiers symptômes? Quand est-ce qu'un enfant va avoir des symptômes? Alors, souvent, les symptômes, quand on manque d'anticorps, eh bien, du coup, c'est après 6 mois, puisque jusqu'à l'âge de 6 mois à peu près, la maman, lors du dernier trimestre de la grossesse, eh bien, a donné ses anticorps à son enfant. Le temps que lui, justement, il se mette à fabriquer, parce qu'il y a cette petite immaturité, puis petit à petit, ça va se faire. S'il lui en manque, il va faire des infections surtout, qu'on dit pulmonaires, c'est-à-dire des bronchites, des pneumopathies, donc vraiment des infections centrées sur les poumons, mais aussi sur les oreilles et avec principalement des otites. Il va aussi avoir un retard de croissance et puis de temps en temps, on peut avoir d'autres pathologies un peu plus sévères. Et voyez bien, là, c'est la manière dont sont fabriqués nos anticorps. Donc, on en fabrique 3 types principaux. Ce qu'on appelle les IgM, quand l'infection, elle vient d'arriver. Et puis après, en mémoire, on va avoir ce qu'on appelle des immunoglobulines de type G. C'est ça, les principaux anticorps qui restent là en mémoire. Et on voit bien, vous voyez, que le tout petit, en fait, il va avoir du mal, il va fabriquer, et puis on aura, on va dire en tout cas, une fabrication à peu près normale plutôt à l'adolescence. En tout cas, c'est des éléments importants qu'on nous on tient en compte, et donc on a des normes quand on dose en fonction de l'âge. Mais on voit que effectivement, les immunoglobulines, elles sont majeures, mais l'enfant va avoir plus de mal, va avoir en tout cas, mais plus de temps, surtout à les fabriquer. Et donc, on a fait effectivement des signes, ce qu'on appelle d'alerte. Quand est-ce qu'on doit penser à ce qu'un enfant a un déficit immunitaire? Donc, c'est principalement, effectivement, on l'a dit, hein, quand il fait des infections, mais après, il y a d'autres signes, hein, quand est-ce qu'il a une diarrhée, quand est-ce qu'il a ce qu'on appelle un muguet, c'est-à-dire des champignons qui peuvent être dans la bouche ou dans le tube digestif. Voilà, donc on a plein quand est-ce qu'il a trop d'antibiotiques. Ça, c'est des éléments importants. Moi, j'appelle aussi le signe du carnet de santé, c'est-à-dire un enfant qui arrive, non pas qu'avec ces pages-là de normales où on dit, par exemple, on doit examiner les enfants 2-3 fois dans l'année parce qu'il y a eu une otite. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle le signe du carnet de santé, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de pages de rajouter. Parce que le médecin n'arrête pas de voir cet enfant, n'arrête pas de lui mettre des antibiotiques ou n'arrête pas de mettre d'autres traitements. En tout cas, le signe du carnet de santé, c'est-à-dire qu'il se remplit, ça c'est quelque chose d'important. Et on a défini aussi quels sont les signes qui doivent alerter et faire penser à un déficit immunitaire, en tout cas chez l'adulte. Avec là, du coup, moins d'infections, puisque je vous ai dit que normalement, effectivement, à l'âge adulte, en tout cas, on doit faire moins d'infections, puisqu'on a notre taux d'anticorps qui est devenu normal. Donc, les immunoglobulines ou anticorps, c'est ce qu'on vient de vous expliquer, en particulier M. Biget vous a bien expliqué, c'est issu du plasma, c'est vraiment des médicaments dérivés du sang. Et nous, on va s'en servir en médecine, en pédiatrie, pour les enfants qui ne fabriquent pas assez, justement, d'anticorps. On appelle ça un traitement de substitution, c'est-à-dire comme ils ne peuvent pas en fabriquer, et bien du coup, nous, on va les aider en leur perfusant des immunoglobulines, des anticorps dont ils ont besoin, parce que ça va les protéger vraiment contre les infections. Et en fait, on va utiliser du coup des immunoglobulines de type G, celles dont je vous ai parlé, qui sont mémoire, qu'on va prendre de milliers de donneurs. Et ça permet en fait de bien couvrir très largement toutes les pathologies, en tout cas les grandes pathologies qu'on peut rencontrer dans l'enfance et même à l'âge adulte. Et donc ça, c'est une vraie aide, c'est un vrai médicament dérivé du sang qui va aider les enfants et les adultes à avoir beaucoup moins d'infections. Je vais vous en reparler après. Je ne vais pas refaire le plasma parce que M. Biget l'a très bien fait. Et donc, pour moi, c'est un geste vital, ce don de plasma. On s'en sert pour les enfants qui ont des déficits immunitaires. Et puis, vous l'avez très bien dit, dans d'autres maladies, où en tout cas, les anticorps sont défaillants. On a parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle l'auto-immunité, qu'elle soit du côté neurologique ou dans le sang. En tout cas, les anticorps sont défaillants. Et du coup, on a besoin de lutter, en tout cas contre ça, avec des immunoglobulines de donneurs et de milliers de donneurs, parce que du coup, ça aide vraiment les malades, le fait qu'on soit plusieurs à donner. Et donc,
les enfants qui vont être concernés, c'est les enfants qui ont des déficits immunitaires avérés, c'est-à-dire avec les taux, vous savez, d'anticorps que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont vraiment trop bas pour leur âge, avec des enfants qui font des infections répétées et où il y a un risque grave d'infection, de venir en réanimation, d'abîmer ses poumons, d'abîmer ses oreilles. Et donc, il y a vraiment cette dépendance au traitement parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. En tout cas, pour eux, c'est bien puisqu'il y a moins d'infections, moins d'hospitalisation. On va en reparler, mais avec une vie plus normale et surtout une amélioration de la survie. Puisqu'effectivement, on sait que les immunoglobulines, quand elles ont été un peu diffusées plus largement dans les années 90, hein, l'expérience, elle date des années 50 quand on a découvert, mais en tout cas, on avait, vous voyez, une survie à 10 ans, on est passé de 37% quand on avait une baisse de la fabrication des anticorps à 78%. Aujourd'hui, on sait que grâce aux immunoglobulines, les enfants avec déficit immunitaire ont une vie presque normale et en tout cas pas d'impact sur la survie. Et c'est ça qui est important. Et c'est grâce effectivement à tous ces efforts de traitement et d'immunoglobulines et du coup de dons de plasma qu'en tout cas on peut y arriver. Donc, on en a parlé, il y a effectivement des besoins, parce qu'il y a plus de patients pour les raisons que vous avez dites tout à l'heure. Et puis surtout, c'est qu'on fait plus en plus le diagnostic tôt, plus en plus précis, puisque maintenant on est des centres de référence de déficit immunitaire. Il y a aussi de nouvelles indications et que les besoins évidemment sont en hausse. Donc c'est une prescription spécialisée, doit montrer normalement à la pharmacie pourquoi on doit faire des perfusions d'anticorps. Vous voyez, c'est très bien contrôlé pour pas que les médecins se disent, tiens, je vais faire ça, on verra si ça marche. Non, en fait, c'est très bien contrôlé. Souvent, nous, on organise des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, il y en a dans le Nord, on a 18 CHU, c'est Angers là qui fait ça, mais du coup, ça permet de dire, là, oui, il faut faire des immunoglobulines parce qu'en fait, on ne va pas y arriver. Mais de décider ensemble, en tout cas, quand est-ce qu'on doit le faire. Donc, les indications, elles sont vraiment strictes. Mais par contre, il faut le faire régulièrement et très souvent à vie. Donc, ça veut dire que quand on initie un traitement, bien du coup, c'est souvent pour la vie. Et du coup, il faut bien avoir des anticorps qui soient disponibles pour ces malades-là. Donc, quand est-ce que, effectivement, il y a des tensions, il y a une dépendance aux dons de plasma et aux dons d'anticorps. Les besoins, comme on l'a dit, sont croissants et donc c'est un élément important. Donc, en conclusion, le don de plasma, il est vital. Il n'y a pas d'autre alternative pour ces malades. Donc, vraiment besoin des donneurs et chaque don compte. Ça, c'est un élément important. Je vous ai juste mis ça. C'est que les immunoglobulines, soit, vous savez, les IgG, on les perfuse là par une perfusion, ça va aller dans la veine. Soit effectivement, aujourd'hui, on a des petites pompes dans lesquelles on met les immunoglobulines et on peut le mettre en sous-cutané. Ça peut s'apprendre à faire à la maison. Et du coup, vous voyez, on est allongé avec deux petites pompes. Donc, en tout cas, on a en plus maintenant différents modes d'administration, ce qui est bien parce que ça permet aux enfants et aux adultes aussi d'ailleurs d'être à la maison et de faire les perfusions un peu plus tranquillement et puis de ne pas être toujours à l'hôpital, même s'il faut aller faire régulièrement des consultations. Je voulais juste parler aussi, on ne peut pas parler en tout cas du don de plasma et puis aussi d'anticorps avec tout ce que fait l'Association nationale de patients, IRIS, qui est un soutien pour les familles, mais qui est aussi un soutien pour nous, médecins, et puis pour justement nous aider au don de plasma. Donc ça, c'est un élément en tout cas très important. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez taper sur Internet. On a fait alors c'est dédié aux professionnels, mais en tout cas, sur les déficits immunitaires héréditaires, on a fait effectivement un document qui, en plus, vous voyez, des signes d'alerte dont on a parlé, permet en tout cas de leur dire ce qu'ils doivent faire, où est-ce qu'ils doivent aller, quels examens ils doivent faire, puisque comme vous avez compris, c'est très complexe, mais en tout cas, 60% des cas, c'est des enfants qui ont besoin, et des adultes, d'anticorps. J'espère que j'ai été claire. Oui, très clair. Merci beaucoup, professeur Pellier, pour votre partage. Ça nous éclaire davantage sur ce que représentent les traitements par immunoglobulines. Justement, je vous le disais en introduction, donc on accueille aujourd'hui Émilie, qui est la maman de Mila et Mathis, qui reçoivent depuis plusieurs années des traitements à base d'immunoglobulines. Tous les trois, ils ont accepté de nous partager leur histoire et l'importance du don de plasma dans leur vie. Donc, Émilie, Mila, Mathis, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Donc nous, voilà, on connaît le professeur Pellier, c'est le docteur qui suit les enfants. Donc là, vous avez Mila qui est âgée de 11 ans et Mathis qui est âgé de 10 ans. Ils sont tous les deux atteints d'un déficit immunitaire. Donc Mila était en fait malade dès la naissance avec des otites à tympan percé à 1 mois. Donc antibiotiques régulièrement et après ça s'est enchaîné
infection pulmonaire, otite à répétition, angine. Et du coup, si vous voulez, c'est tout le temps des antibiotiques, des hospitalisations. Et du coup, après, elle a eu des pauses de diabolo. On a fait amygdale, végétation pour voir si ça limitait les infections. Et malheureusement, en fait, les infections continuaient d'être là. Donc, vers ses 2 ans et demi, une prise de sang a été réalisée pour justement voir si elle était atteinte d'un déficit immunitaire. Et du coup, c'était le cas. Donc, Mathis a été pris en charge beaucoup plus rapidement du fait de Mila. Donc, au début, on allait à l'hôpital, au CHU, faire des perfusions d'immunoglobulines toutes les 3 semaines. Et du coup, malgré ces 3 semaines-là, ils étaient régulièrement malades. Donc, l'hôpital d'Angers, le CHU, nous a formés, moi et mon mari, pour faire justement les traitements en sous-cutané, comme vous a montré le professeur Pellier. Et du coup, là, c'est toutes les semaines pendant 1 heure et demie. Donc, les immunoglobulines, du coup, elles sont dues aux dons de plasma que vous faites. Et sans ces dons de plasma-là, les enfants, en fait, seraient toujours malades. Allez-y. Et voulez-vous dire un petit mot, les enfants? Vas-y. Si nous faisons ce témoignage aujourd'hui, c'est pour vous dire que le don de plasma est important pour nous et que c'est pas que un truc médical, c'est un geste qui sauve la vie des patients. À chaque fois que vous donnez, vous offrez la sécurité et la liberté des familles. Grâce au don du sang, grâce au don de plasma, nous pouvons Grâce au don de plasma, nous apporter des défenses immunitaires. Sans vous, nos infections seraient importantes. Merci beaucoup. Voilà, c'était leur Merci beaucoup. vous remercier. Et voilà, comme elle disait, le professeur Pellier, en effet, le fait de pouvoir être à domicile, le quotidien des enfants est totalement différent. C'est du coup, les perfusions, c'est sur entre 10 et 12 heures, si je ne me trompe pas. Et du coup, à la maison, c'est que 1h30. Donc, c'est beaucoup plus simple, beaucoup moins long. Le confort est quand même mieux à la maison. Et voilà, le fait d'avoir des immunoglobulines toutes les semaines, les infections se sont beaucoup diminuées. Et du coup, ils peuvent reprendre une vie presque normale. Aller à l'école comme tout le monde, faire du sport. Donc, c'est très, très important. Donc, nous remercions à tous les donneurs de dons de plasma et futurs donneurs, car nous en avons vraiment besoin et nous vous en remercions énormément. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je réponds juste à une question. Oui, très souvent, les immunoglobulines qu'on fait pour les déficits immunitaires, surtout quand on trouve une cause génétique, sont à vie. Merci beaucoup, Émilie, Mila et Mathis, de nous avoir raconté votre histoire. Merci les enfants pour votre courage. Vous êtes de super enfants. Votre témoignage donne encore plus de sens à notre action. Pour tous ceux qui nous écoutent, qu'on soit donneur, qu'on soit bénévole ou bien salarié de l'EFS, ça donne du sens. Je vous propose maintenant de passer à une partie sur concrètement comment est-ce qu'on fait pour donner son plasma, qui peut donner, où donner. Et pour tout ça, je laisse la parole à Catherine Chancerelle, qui est responsable des prélèvements régionaux pour l'EFS Centre-Pays-de-la-Loire. Catherine, c'est à toi. Oui, merci Chanel. Bonjour à tous. Je pense que le témoignage de Mathis et Mila ne peut que nous donner envie d'agir. Là, je suis ici aujourd'hui avec vous pour vous donner des petites indications de comment agir, comment donner son plasma. Tout d'abord, devenir donneur de plasma nécessite quelques indications. Déjà, un poids de 50 kilos au moins,
C'est un poids qui a été modifié très récemment pour s'aligner sur la limite de poids du sang total, puisque auparavant, pour le plasma, nous devions peser 55 kilos au moins. Bien évidemment, être âgé au minimum de 18 ans. Et puis, on peut donner son plasma jusqu'à l'âge de 65 ans. Et ensuite, si l'on répond à ces deux indications, on peut prendre rendez-vous et venir donner son plasma en maison du don. Une fois que vous serez sur place, un don de plasma dure environ 45 minutes. On vous prélèvera un volume de plasma qui varie entre 650 et 750 millilitres en fonction de votre poids et de votre taille. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on peut tout à fait donner son plasma même si nous n'avons pas fait de don de sang précédemment. Chanel, on peut changer de diapo. Ça arrive. Pourquoi le poids est important et quand on donne son plasma ou son sang, il faut savoir que le don de plasma, le volume que l'on va prélever est défini en fonction de votre poids et de votre taille et le don que l'on va faire représente environ 10 à 13% du volume sanguin. Si on fait un poids inférieur à 50 kg, naturellement, le volume sanguin est moins important et par un souci de protection du donneur, on préfère ne pas prélever un donneur de moins de 50 kg. La récupération, elle est très rapide derrière un don de plasma puisque avec une bonne hydratation, en 48-72 heures, le volume est reconstitué. Pour donner son plasma, Frédéric Gabaret vous a expliqué que bien évidemment, avec l'ambition plasma, les besoins qu'on a évoqués tout à l'heure, nous avons sur la région déjà 11 maisons du don qui peuvent vous accueillir. Elles sont réparties sur le territoire. Il y en a une par département, sauf en Loire-Atlantique où nous en avons 2. Et bientôt 2 en Maine-et-Loire avec l'ouverture de la Maison du Don à Cholet le 1er juin. Vous avez le QR code, le rendez-vous, on peut le prendre sur le site ou l'application, mon rendez-vous don de sang, ou bien évidemment par téléphone aux Maisons du Don. C'est toujours un moyen pour prendre rendez-vous. Donc là, on a une petite vidéo à diffuser. Voilà, petite vidéo qui va concrètement vous montrer comment se passe un don de plasma. Chaque donneur a un dispositif qui est vraiment attribué. On ne le réutilise pas. Donc là, je branche l'anticoagulant qui va aller dans les circuits pour ne pas que le sang coagule à l'intérieur du circuit. Je rentre le numéro du don. Le volume que l'on prélève est adapté en fonction du sexe, du poids et de la taille du donneur. Le sang va passer par ici, remonte au niveau du filtre. Et le filtre permet de faire passer le plasma uniquement, qui est la partie liquide, et de conserver toutes les cellules dans le réservoir qui est ici. Les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes. Le réservoir va se remplir petit à petit. Quand il arrive à peu près à ce niveau-là, la machine fait le sens inverse. Et du coup, les globules rouges et toutes les cellules vont retourner vers le donneur par ce chemin-là. Alors, donner son plasma, c'est important. Le donner régulièrement, on l'a vu pour les patients, pour les besoins qui se profilent et qui sont en augmentation. Monsieur Biget l'a expliqué, tous les ans de 8%.
on, on a besoin de donneurs réguliers. Sur ce petit tableau, vous pouvez le voir, hein, qu'un don de plasma peut facilement s'intercaler entre deux dons de sang, par exemple, puisque un don de sang, entre deux dons de sang, il faut compter 8 semaines. Et au bout de 2 semaines, on peut déjà redonner son plasma à hauteur de 24 dons dans l'année. Donc facilement, voilà. Comme petit repère, on aime bien un petit moyen aussi de pouvoir le donner régulièrement. C'est de se dire, bah, je donne toutes les saisons. Ça fait 4 dons dans l'année et c'est un bon moyen pour nous de vous fidéliser. Et enfin, un autre moyen, si on veut donner régulièrement, mais si on a plutôt envie, on a un peu peur en tous les cas de faire la démarche, on peut aussi s'orienter vers ou initier un don de plasma collectif entre collègues, entre étudiants, bénévoles ou même entre amis. On peut constituer une équipe et se dire qu'on va aller faire un don groupé à la maison du don. Et c'est tout à fait possible de prendre des dons groupés. Et on a aussi dans l'année 2 moments clés que nous appelons avec des petits challenges le Plasma Team, qui ont lieu maintenant au printemps pour différents sites, Bourges, La Roche-sur-Yon, Blois, Laval, Le Mans, Saint-Nazaire. Le Plasma Team se termine le 25 avril et puis à l'automne, on aura un nouveau Plasma Team qui va se dérouler sur Angers, Nantes, Tours, Orléans, Châteauroux et Cholet, où là, eh bien, sur cette période de 8 semaines, un don, pardon, c'est un point de gagné. Et on vient en équipe et l'équipe qui a donné le plus remporte ce challenge. Donc voilà, on ne peut que s'inciter, ça permet à chacun de faire connaître le don de plasma, de venir à plusieurs et d'enclencher une dynamique dans son entreprise, dans son école ou, comme je le disais aussi, entre amis. Et puis enfin, si on peut malheureusement pas donner, ça peut arriver, ou qu'on a envie de s'engager encore différemment du don, eh bien, il est tout à fait possible de devenir bénévole au sein des associations de la Fédération française des donneurs de sang bénévoles pour nous aider à organiser nos collectes, à promouvoir le don aussi aux côtés de l'EFS. Voilà, les bénévoles sont là pour accueillir les donneurs chaleureusement, participer à la collation et nous aider à faire la promotion des différents types de dons. Cet engagement, il est aussi valorisable sur un CV, bien évidemment. C'est toujours quelque chose qui est à mettre en avant, bien évidemment, quand on se lance dans ce type de démarche. Et pour ces bénévoles, une formation est assurée pour bien connaître les différents types de dons. Merci beaucoup, Catherine, pour toutes tes explications sur le don de sang, le don de plasma, comment ça se passe concrètement. Le webinaire touche maintenant à sa fin. J'en profite pour remercier tous les participants pour leur écoute, tous les intervenants pour leurs explications. Comme je l'ai dit en introduction, du coup, un replay de l'événement sera disponible. Vous pourrez donc voir et revoir ce webinaire et même le partager autour de vous. Vous avez compris l'importance de ce type de don, de donner et de donner souvent. Les besoins des patients sont présents et conséquents. Leurs traitements ne sont pas des traitements de confort. Donc, on vous invite à prendre rendez-vous pour un don de plasma dès maintenant. N'hésitez pas à flasher le QR code qui s'affiche ou à télécharger l'appli Mon Rendez-vous Don de Sang. Les équipes EFS de la région Centre-Pays de la Loire seront ravies de vous accueillir. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.